Macron prend la parole d'abord pour ce déjeuner, pour dire que les bisbilles dont la presse parle entre lui et son Premier ministre sont nuls et non avenus, qu'ils s'entendent très bien. Bon, on l'écoute d'une oreille distraite, et tout d'un coup, il prend un ton beaucoup plus solennel, beaucoup plus intime, ce qui n'est pas du tout son style, et il commence à faire l'éloge de la relation qu'il a avec Édouard Philippe depuis 3 ans, en disant « Mais est-ce que vous preniez conscience du fait que nous ne nous connaissions pas, le Premier ministre et moi? On était des inconnus, aucun de nous n'avait exercé ses fonctions, on découvrait chacun nos postes, on a tissé notre relation au fil du temps, et elle est devenue exceptionnelle, on s'est bien entendu, on a réformé la France, on a accompli telle et telle et telle chose. » Et au fur et à mesure qu'ils parlent, les gens se taisent, écoutent religieusement, et ils comprennent que c'est l'oraison funèbre d'Édouard Philippe. Et au bout d'un long moment, Macron se tait. Et tout le monde s'attend à ce qu'Édouard Philippe réponde en disant « Oui, Monsieur le Président, je vous remercie, moi aussi, j'apprécie beaucoup, enfin le service minimum qu'on fait dans ces cas-là. » Édouard Philippe ne dit rien. Et le silence dure, et les secondes s'éternisent. Et dans ces cas-là, les secondes, elles durent beaucoup plus longtemps qu'en temps normal. Et au bout d'un moment, Macron reprend la parole et dit « Bon appétit !» Et tout le monde plonge dans son assiette. Alors Corinne Laïc, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas? Je m'appelle Corinne Laïc, je suis journaliste à l'Opinion depuis le début de l'année 2020. Auparavant, j'étais à l'Express, où j'ai commencé comme journaliste économique et sociale. Et à partir de 2006, j'ai dirigé le service politique de l'Express, ce qui m'a permis de suivre Emmanuel Macron et d'écrire aujourd'hui un livre qui sort chez Fayard et qui s'appelle « Président cambrioleur ». Alors on a lu ce livre à valeur actuelle, on en a parlé dans nos pages et on a beaucoup aimé. C'est pas très original parce qu'il a été très, très remarqué par nos confrères. Il y a dès le début, dans l'introduction, des formules assez chocs sur le président de la République, et vous écrivez notamment à propos de lui, c'est un président qu'on hait plus qu'on ne le déteste. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Je pense que s'adresse à Emmanuel Macron une haine assez particulière, différente de celle que ses prédécesseurs ont pu rencontrer. Nicolas Sarkozy, pour prendre un exemple relativement récent, était détesté pour des raisons politiques, parce qu'il était à droite, trop à droite évidemment pour beaucoup de gens de gauche, voire facho. Hein. C'était Sarko-facho, le ministre de l'Intérieur, le type très sécuritaire, très dur, et donc on le détestait pour ça. Macron n'est pas tellement détesté pour des raisons politiques, mais pour des raisons sociales. Il y a une sorte de haine de classe qui s'adresse à lui, c'est-à-dire qu'il est censé incarner l'élite, la classe dirigeante, le fort en thème, le mec qui a tout réussi dans sa vie, et donc on ne l'aime pas pour ça, et cette détestation va jusqu'à la haine, elle est un peu irrationnelle, elle dépasse sa personne en même temps qu'elle la rencontre, et il y a aussi, je pense, une composante couple Macron. Je pense que Brigitte Macron peut susciter une espèce d'envie chez certaines femmes, peut-être, qui se disent oh, « formidable, elle a rencontré un homme beaucoup plus jeune qu'elle, etc. » Mais aussi beaucoup de rejet d'une forme de transgression. Parce que certains pensent que c'est pas normal une telle différence d'âge, certains pensent que c'est pas normal une femme de son âge qui s'habille comme elle s'habille, etc. Et donc, il y a à la fois une haine de classe et une haine de Macron, des Macron, dirais-je, non pas tellement pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Alors justement, est-ce que cette personnalité assez singulière du président de la République, elle est compatible avec le fait de gouverner un pays qui est un peu au bord de la rupture? On l'a vu au moment des Gilets jaunes, il y avait eu effectivement des effigies de Brigitte Macron qui avaient été brûlées sur des palettes, il y avait eu la tête du président de la République au bout d'une pique. On est dans une situation que tous les politiques décrivent comme un peu en ébullition à cause du confinement et des différentes crises que la France cumule. Est-ce que, selon vous, qui avez étudié Emmanuel Macron pendant longtemps, cette personnalité, demain aussi, elle va provoquer des crispations dans l'opinion, et comment lui compte surtout faire de sa personnalité une force et non pas une faiblesse pour gouverner? Alors je pense qu'il a conscience de la haine qu'il suscite, mais il a tendance à minorer la composante personnelle.
C'est-à-dire qu'il pense qu'on le déteste parce qu'on déteste l'homme qui gouverne, parce qu'il incarne ce qui ne va pas bien dans le pays, et que la haine est adressée à la fonction et non pas à l'homme. Et je pense qu'il a un peu tendance à minorer l'importance de la haine qui lui est adressée personnellement, parce que je pense que c'est très difficile à recevoir. Pour tout être humain, c'est très difficile. Et donc, il a du mal à ça. Comment il compte dépasser ça? Je pense qu'il a pris conscience du problème. Il voudrait être aimé. Il voudrait au moins être compris. Il sait que c'est sa faiblesse. Et il essaye de réparer cette situation. Alors, il essaye de la réparer, non pas en se rendant plus aimable, parce que je trouve que sur le fond, il ne cède pas tellement de choses. On l'a vu dans la vidéo brute, il n'a pas fait, il s'adressait aux jeunes, il n'a pas fait du Jones, comme on dit aujourd'hui, il est resté lui-même, il a réaffirmé ses convictions. Mais je pense que sa tactique, c'est d'aller, et c'est là où on en vient au titre, le président cambrioleur, c'est d'aller sur le terrain de chacun et de montrer de l'empathie avec les sensibilités de chacun. Il y a 2 grands champs qu'il a ouverts et qu'il veut explorer d'ici à la fin du quinquennat, c'est le champ de l'écologie et c'est le champ de la lutte contre le terrorisme et contre l'islamisme politique. Donc il veut montrer qu'il incarne et il remplit les préoccupations de gens qui peuvent être complètement à 180 degrés les unes des autres. Alors dans votre livre, on voit bien la formation politique qui a été celle d'Emmanuel Macron et aussi une forme de puissance intellectuelle quand même. Vous décrivez un homme capable d'avaler 78 notes dans une seule nuit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cette intelligence d'Emmanuel Macron et de ce qui, selon vous, l'approuve, entre guillemets, ou l'étaye dans les faits, dans toute l'enquête que vous avez pu faire? Alors, c'est une intelligence qui est basée sur la mémoire. Il a une mémoire considérable. Et cette mémoire est basée sur la concentration. Donc c'est un conseil qu'on peut donner à tous les jeunes qui vont à l'école ou qui étudient. Le secret de l'apprentissage, c'est la mémoire, et la mémoire fonctionne si on est concentré. Et son truc à lui, c'est que quand il est avec quelqu'un, il l'écoute. Il ne se laisse distraire par rien, il ne regarde pas son portable, il est hyper attentif et il emmagasine. Alors il a une capacité d'absorption assez phénoménale, il a une grande curiosité, il a un tempérament de bon élève, c'est qu'il veut tout savoir sur tout et qu'il pense que lui, sait mieux les choses que les autres et les fait mieux que les autres, ce qui est à la fois une qualité, puis on le verra dans l'exercice du pouvoir, un défaut, parce que dans le pouvoir, il faut savoir déléguer. Et donc, il suscite l'admiration de sa femme, Brigitte, qui m'a dit « il est incroyable, quand une chose entre dans sa tête, elle n'en sort plus ». Et donc, il est compétent sur la maladie de la betterave, sur évidemment le virus, il a tout lu, il est capable d'en remontrer aux gens du comité scientifique qui l'entoure, il est compétent évidemment sur ses domaines d'excellence d'origine, à savoir l'économie, le social et l'Europe, mais aussi il va sur le terrain du droit constitutionnel. Il a l'impression que s'il ne sait pas tout, il ne sait rien. Et donc, j'en viens à mon point précédent, c'est une qualité évidemment de tout savoir pour pas s'en laisser remontrer par les experts qu'on a en face de soi, et en même temps, il faut savoir déléguer et lâcher un peu, lâcher prise. Et il ne sait pas lâcher prise. Il ne sait pas faire comme Mitterrand qui, à 19h, sortait de son bureau et allait se balader sur les quais de la Seine pour bouquiner chez les bouquinistes. Il y a quelque chose de très frappant dans votre livre, c'est la manière dont il essore un peu les gens qui l'ont aidé à un moment de sa vie. On voit une espèce de tourbillon relationnel autour de lui, avec des gens qui sont très proches et puis qui, peu à peu, emmenés par l'ouragan du président de la République, voilà, sortent parfois de sa sphère, en sont pour certains assez maris. Quel type d'amis ou de compagnons est Emmanuel Macron? Parce qu'à la lecture de votre livre, on a l'impression que, à part lui-même, il n'est pas capable d'affection pour grand monde. On parlera de Brigitte Macron et de Manette plus tard, mais en tout cas, pour cet entourage-là, des inspirateurs. C'est un séducteur, mais qui séduit utile. Alors, il prend les gens, il les prend beaucoup, il ne les délaisse jamais complètement. D'abord, il n'aime pas rompre, il n'aime pas les ruptures. C'est sa forme d'affectivité à lui. Il n'aime pas les sentiments négatifs, surtout quand ils lui sont adressés. Donc, il s'efforce toujours de maintenir une espèce
élastique avec les gens. Alors, il peut lâcher l'élastique parce que, matériellement parlant, c'est pas possible d'entretenir le cheptel qu'il a accumulé au long de sa carrière. Au début de la campagne, il avait 6000 noms dans son répertoire, donc c'est pas rien. Donc, il peut pas maintenir des contacts permanents, et donc il maintient avec ceux qui lui paraît utile à un moment ou à un autre. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ressentent un peu le dépit amoureux. C'est vraiment l'amoureux que sa bien-aimée ou que son bien-aimé a laissé tomber. Et donc, il le fait en fonction de ses intérêts, en fonction des besoins du moment. Quand il a besoin, il réactive. Il n'a pas besoin d'aimer, lui. Il a besoin d'être aimé, je pense. Et donc, sa séduction, elle varie en fonction du milieu dans lequel il se trouve. Il a beaucoup séduit les patrons. Maintenant, il en a moins besoin. Au contraire, sa fréquentation des patrons serait nuisible à son image de président de tous les Français et le ferait tomber du côté de la caricature du président des riches. Donc, il maintient vraiment un cordon ombilical avec eux. Il reste distant, sauf avec ceux qu'il aime bien, qu'il connaît bien et qui l'amusent, comme Xavier Niel, par exemple. Mais avec les autres, il reste très distant. Et puis, les intellectuels, il les prend, il les laisse et il les relance parfois avec ce genre de SMS qui m'a beaucoup amusé. Tu me manques. Il écrit à Copé, avec lequel il n'a pas vraiment de relation très soudée, qui lui a envoyé un petit message de félicitations après le G7 de Biarritz, et il lui dit « tu me manques ». C'est assez curieux parce qu'il met de l'affectivité alors qu'il n'en éprouve pas vraiment, parce que il veut s'adresser peut-être à l'affectivité des autres telle qu'il la ressent. Mais vous avez croisé beaucoup d'amoureux déçus alors ou pas ? Oui, beaucoup d'amoureux déçus qui m'ont décrit donc cette espèce de sentiment de vide qu'ils ressentent, comme on peut ressentir quand on est abandonné par la personne qu'on aime et qui vous délaisse. Et dont l'analyse d'Emmanuel Macron est très variable. Il y a certaines personnes que j'ai vues à plusieurs reprises au cours de mon enquête, qui a duré quand même 1 an, et je les ai vues à un certain moment où ils m'ont dit pique-pendre de Macron sur le thème, séducteur, froid, sans cœur, qui manipule les gens, etc. Et puis quelques temps plus tard, je les ai revus, et comme visiblement ils avaient dû être, soit on les avait appelés, soit on les avait invités à déjeuner ou à dîner, tout d'un coup, ils le revoyaient avec les yeux de Chimène. Donc il joue complètement là-dessus en permanence, et il provoque ces sentiments d'amour, de désamour, de dépit amoureux. Et vous, votre conviction, alors, après cette enquête, c'est que ces sentiments sont toujours fins, parfois réels ? Ils sont toujours réels au moment où il les exprime. C'est ce que j'appelle les sincérités successives. C'est-à-dire que quand il est avec quelqu'un, il est vraiment avec quelqu'un. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la concentration. Donc il est vraiment avec quelqu'un. Les affects qu'il lui adresse à ce moment-là sont sincères. Mais il va les oublier après. Ça ne tire pas à conséquence pour lui. Ça tire à conséquence pour la personne qui les reçoit, mais pas pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de suite là-dedans. Sauf peut-être pour un tout petit nombre de personnages qui l'entourent. Mais sur cette espèce de cheptel qu'il côtoie en permanence, il ne met pas beaucoup d'affect, non. Alors il y a 2 exceptions pour la durabilité de ces sentiments. Il y a Manette, sa grand-mère, et il y a Brigitte Macron. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Manette ? Alors, Manette, c'est sa grand-mère, la mère de sa mère. À l'âge de 5 ans, il décide d'aller vivre chez elle, ce qui n'est pas banal. Alors, ses parents n'habitent pas très loin, ils sont à 500 mètres, mais il fait de très longs séjours chez elle, et il revient de temps en temps à la maison. Par exemple, il a 14 ans et demi, il a sa première petite amie qui a son âge, et ça déplaît souverainement à sa grand-mère. Elle le renvoie. Elle lui dit « sors d'ici » et elle met sa valise sur le trottoir. Et il s'en va. Mais après, il va revenir. Et Manette, c'est une femme, c'est pas la grand-mère gâteau. C'est une femme exigeante, elle est institutrice, elle adore l'enseignement et elle lui enseigne le goût de la littérature. Alors des auteurs comme Colette, Giono, plus tard Gide, qui sont des auteurs aujourd'hui peut-être moins recherchée qu'à l'époque de la grand-mère. Elle lui donne le goût de la lecture, le goût de l'apprentissage et le goût de la solitude. Parce qu'elle est comme lui, elle n'aime pas les réunions familiales. Il m'a dit « je hais les dimanches ». Sa grand-mère aussi. Donc ils passent leurs dimanches tous les deux seuls à boire du chocolat et à lire des livres. Et ensemble, ils sont seuls. Et il adore ça. Et de là lui vient le goût de la solitude. Alors Manette, il faut voir que Manette, elle décède en 2013. Et à l'époque, Emmanuel Macron est secrétaire général adjoint à l'Élysée. Dès qu'il prend une voiture, avec chauffeur, c'est pas lui qui conduit, il prend le téléphone et il appelle Manette. Et je pense que Manette, elle le suit toujours dans sa tête. Il m'a dit que si elle était vivante aujourd'hui, elle ne comprendrait pas les critiques qui sont adressées au président de la République parce qu'elle appartient à une époque où on n'était pas critique à ce point avec un président de la République.
Et est-ce que le fait d'avoir été élu président sans que Manette puisse assister à ce sacre est une blessure pour lui? Je pense que c'est pas une blessure, c'est probablement, il m'en a pas parlé, hein, mais donc là j'interprète, mais je pense qu'effectivement c'est un manque pour lui. Il aurait adoré que sa grand-mère puisse assister à son élection, bien évidemment. Mais il entretient un dialogue avec elle en permanence. Il y a quelque chose de troublant, c'est que la propre mère d'Emmanuel Macron, devant cette relation avec cette grand-mère maternelle, se sent un peu dépossédée. Je pense, bien sûr. Je pense qu'elle a dû pas mal souffrir du fait d'être remplacée par sa propre mère. Elle a manifesté toujours beaucoup d'affection pour son fils. Je raconte dans le livre qu'elle le suit quand il est ministre de l'économie, elle suit les discussions parlementaires. Ça a été rapporté également par Anne Fulda dans le très bon livre qu'elle a consacré à Macron et à ses premières années. Et donc, elle lui envoie des textos en lui disant « Attention, tel député est ton ennemi, tel autre est ton ami, tel autre est proche des notaires, qui n'aime pas beaucoup Macron à ce moment-là. » Donc, elle joue son rôle de mère, et je pense qu'elle a dû et elle doit souffrir de la distance avec son fils. Est-ce que vous diriez, concernant Brigitte Macron, qu'il existe des différences politiques ou idéologiques entre les deux? Vous décrivez notamment, c'est pas forcément fondamental hein, chez Brigitte Macron, mais pour nos lecteurs ça les intéressera, une Brigitte Macron peut-être un peu plus en lien avec la religion catholique, avec la spiritualité, ouais. Là où Emmanuel Macron a lui, après avoir réclamé le baptême, laissé ça de côté. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces scènes et puis les analyser? Ils sont très différents sur ce plan-là. Hein. D'abord, je dirais que lui, il vient de la gauche, très clairement. Alors, il a fait du chemin depuis, mais il vient clairement de la gauche. Elle vient de la droite et elle y est restée, de la droite provinciale, conservatrice, bourgeoise, catholique. Et donc, elle a été élevée chez les Bonnes Sœurs du Sacré-Cœur. Elle en a gardé un sentiment religieux et une foi très profond. Elle voudrait par exemple aller à la messe de minuit pour Noël. Lui ne veut pas. Lui, il a un parcours très particulier avec la religion, puisque à l'âge de 11 ans, il rentre à la Providence, qui est un collège et un lycée tenu par des jésuites. Il découvre la religion. Il demande à se faire baptiser. Il dit qu'il a la foi. Je ne sais pas ce que ça veut dire avoir la foi à 11 ans, mais enfin il dit qu'il a la foi. Il suit les cours de catéchisme pendant 1 an. Sa famille n'est pas du tout religieuse, pas du tout pratiquante, ni croyante. Il choisit sa grand-mère et un oncle comme marraine et parrain. Il se fait baptiser. Et dans les 2-3 années après, il perd la foi. Mais il garde beaucoup d'intérêt, un intérêt intellectuel, philosophique pour la religion, qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre, parce que quand il veut que les religions interviennent dans le débat public, le discours qu'il fait aux Bernardins, c'est la traduction de ça. Brigitte Macron, elle, est une catholique beaucoup plus classique. Pour elle, la foi, c'est quelque chose de très important. Je raconte dans le livre qu'elle va à Rome accompagner son mari qui rend visite officielle au pape. Elle demande un programme particulier. Elle visite l'église de la Trinité des Monts à Rome. Et là, elle s'agenouille devant le Saint-Sacrement. Elle a les larmes aux yeux devant une peinture murale de la Vierge. Elle voit la statue de Madeleine Sophie Barra, qui est la fondatrice des Dames du Sacré-Cœur. Et donc, elle est vraiment pétrie de sentiments religieux, Brigitte. Et c'est effectivement très différent de son mari, mais lui garde quand même beaucoup d'intérêt. Et il m'a raconté que quand ils vont à Brégançon, ils vont rendre visite, alors pas au monial, parce qu'elles ont fait vœu d'enfermement, mais à la mère supérieure, sœur Paola. Ils vont lui dire bonjour à chaque fois qu'ils vont à Brégançon. Et sur le plan politique, alors, est-ce qu'il y a des différences entre eux? Je pense qu'il est plus à gauche qu'elle, c'est clair. Je pense qu'elle est beaucoup plus traditionnaliste, par exemple sur le plan de l'éducation. Elle n'aime pas les programmes allégés, elle est partisan d'une éducation traditionnelle, faite de savoir plus que de savoir-être. Lui, je pense qu'il est plus libéral, et sur le plan économique, et sur le plan des mœurs. Alors, il a corrigé ce libéralisme à l'épreuve de l'exercice du pouvoir, parce qu'il a rencontré une France qui, sur bien des aspects, était beaucoup plus à droite que lui. Mais son logiciel d'origine, c'est plutôt ça. C'est cette espèce un peu de libéralisme anglo-saxon sur le plan sociétal. On va faire un peu de mise en abîme. Vous évoquez Valeurs actuelles dans votre livre. Pourquoi, selon vous, était-il nécessaire effectivement d'évoquer la manière dont Emmanuel Macron envisageait notre journal ou la manière dont notre journal rendait compte de son action? Alors, parce que je pense que ça dit 2 choses de lui. Ça dit son goût de la provocation.
savez, la réputation qu'a Valeurs Actuelles, que vous cultivez d'ailleurs. Et donc, quand je dis mauvais garçon, c'est des gens qui sont un peu en dehors des sentiers battus. Et donc, je consacre un chapitre à son goût pour les mauvais garçons, c'est-à-dire qu'il aime bien les gens qui sortent de l'ordinaire, qui sont des rebelles, qui n'ont pas des parcours lisses. C'est pour ça qu'il aime bien quelqu'un comme Bernard Tapie, avec lequel il a noué après avoir été distant de lui pendant très longtemps. C'est pour ça qu'il aimait bien le parcours d'un Alexandre Benalla, parce que c'est un type qui est sorti du rang, que rien ne prédestinait à se retrouver à l'Élysée. C'est pour ça qu'il aime bien quelqu'un comme Philippe de Villiers, qui est quelqu'un de très intelligent, de très cultivé, mais d'assez vif et éruptif. Et Valeurs Actuelles, c'est, disons, la marge des idées politiques, la droite de la droite, et il aime bien s'afficher, montrer qu'il n'a peur de rien. Il ne partage pas les idées de Valeurs Actuelles, je pense, sur très très peu de choses. Et donc, il a le goût de la provocation. En même temps, il a aussi des arrière-pensées politiques et il pense que ça ne fait pas de mal à s'afficher avec une partie de l'opinion publique qu'il prend en compte et qui peut lui être utile éventuellement au moment de l'élection présidentielle de 2022 s'il est candidat. La nature alors réelle de ses relations avec Philippe de Villiers qui ont effectivement fait couler pas mal d'encre. Après enquête, vous les établiriez comment ? Je pense qu'elles sont un peu décalées, c'est-à-dire qu'il y en a un qui aime plus que l'autre. Et donc Philippe de Villiers, je pense, est très flatté, très heureux qu'un président de la République lui accorde autant d'attention. Et je pense qu'Emmanuel Macron le manipule davantage. Mais il s'en sert de lui un peu d'abord parce que je crois qu'il l'aime bien. Il aime beaucoup le Puy du Fou, et ça je pense qu'il est très sincère. Il est admiratif, il m'en a parlé quand je l'ai vu, il est vraiment admiratif de la réussite économique du Puy du Fou, du fait que De Villiers ait construit ça ex nihilo, qu'il l'ait fait de manière bénévole, sans souci lucratif, et que ça marche bien, très bien. Donc ça, il admire beaucoup. Il aime bien les conversations musclées qu'il a avec De Villiers. Ils sont à peu près d'accord sur rien, sur l'Europe, sur la mondialisation, sur le multiculturalisme, sur l'islam et l'islam politique. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes points de vue et il aime bien ce genre de conversation un peu rugueuse. Je pense qu'il admire le fait que Villiers est un bel esprit, c'est un type cultivé. Villiers aime bien Brigitte Macron, en laquelle il se reconnaît, il s'identifie beaucoup. Et il y a une espèce de fascination que je ne dirais pas réciproque, puisque comme je l'ai dit, elle est un peu déséquilibrée, mais il y a un intérêt réel de l'un pour l'autre. Y compris de Brigitte Macron pour je pense que Brigitte Macron aime bien Philippe de Villiers, et Philippe de Villiers aime beaucoup Brigitte Macron, voilà. Mais il y a eu ce qui s'est passé cet été, c'est que Macron est allé peut-être un petit peu trop loin et que Philippe de Villiers s'est fait l'écho d'une conversation qu'il avait eue avec le président, où le président aurait parlé d'Édouard Philippe. Je dis bien aurait, car l'Élysée ne confirme pas, bien au contraire. Et aurait parlé donc d'Édouard Philippe en termes peu agréables pour l'ancien Premier ministre. Et du coup, Macron n'a plus répondu à ces textos. Philippe de Villiers était très en colère dans son premier temps. Il a menacé de se présenter à l'élection présidentielle, non pas pour gagner l'élection, mais pour empêcher Macron de la gagner. Et puis, bon, chemin faisant, il s'est assagi et il espère que sa relation avec Macron retrouvera le chemin qu'elle avait emprunté. Et je pense qu'il a raison, je pense que Macron ne l'abandonnera pas et reviendra vers lui. Parmi les autres personnages très appréciés de nos lecteurs, vous dites que Emmanuel Macron admire Éric Zemmour, son intelligence en tout cas. Il admire l'intelligence d'Éric Zemmour, mais ça fait partie aussi de ces mauvais garçons avec lesquels il n'est pas d'accord, mais avec lesquels il aime bien la confrontation intellectuelle et idéologique. Emmanuel Macron est quelqu'un qui déteste les conflits interpersonnels, parce que ça le ramène à l'affect et à l'affect négatif. En revanche, il aime bien la confrontation des idées. Et Zemmour, pour lui, c'est idéal. C'est un personnage public, c'est un personnage qui existe dans le débat, qui s'en le souffre pour beaucoup. Donc l'idée de lui parler, alors il l'appelle, vous êtes bien placé ici pour le savoir, puisqu'il passe par Valeurs Actuelles pour obtenir le numéro de téléphone portable d'Éric Zemmour, ce qui est une manière de faire un communiqué de presse. Et donc, c'est Valeurs Actuelles qui sort donc l'information de manière bien légitime. Et il l'appelle après qu'il se soit fait agresser dans la rue. Et ils ont une longue discussion, je pense, qui tourne beaucoup autour de l'immigration et de la conception qu'ils en ont l'un et l'autre. D'accord. Vous l'avez suggéré tout à l'heure en racontant la scène narrée par Philippe de Villiers. Mais il y a donc aussi cette fin du triennat d'Édouard Philippe à ses côtés, sur lequel ont été écrites pas mal de choses. On comprend quand même dans votre livre
que la version conflictuelle est pas forcément de la fiction, qu'il y a eu de la tension. Vous racontez notamment un dîner assez incroyable avant qu'Édouard Philippe ne quitte l'hôtel de Matignon. Quelle est, votre conviction à la fin de votre enquête? Je pense que pendant presque 3 ans, ça s'est bien passé entre eux. Et je vais manier le paradoxe, parce que ça ne s'est pas passé. C'est-à-dire que chacun roulait dans son couloir, ils se sont très peu vus. Ils se sont vus en tête-à-tête une demi-douzaine de fois. À chaque fois, ça passait par ce fameux déjeuner du lundi avec leurs adjoints respectifs. Donc c'était un quatuor qui dirigeait la France. Ils n'ont pas eu besoin de nouer une relation personnelle. On peut imaginer que Macron invite Édouard Philippe à passer un week-end à la Lanterne. Pas du tout. Et Macron n'en a pas éprouvé le besoin, Édouard Philippe n'en a pas éprouvé le besoin. Ils ont eu une relation d'une certaine manière très professionnelle, qui les arrangeait bien tous les deux, parce que d'une certaine manière, Édouard Philippe a fait le job que Macron voulait qu'il fasse. Chemin faisant, Macron a pris conscience du fait qu'Édouard Philippe ne faisait pas exactement ce qu'il voulait, qu'il y avait une espèce de petit ratiboisage, si j'ose dire, de ses intentions de départ, quand ça passait dans la moulinette administrative de Benoît Ribadeau-Dumas, le directeur de cabinet de Matignon. Et donc, Macron demandait quelque chose qui soit vert. On lui présentait du vert, mais c'était pas tout à fait la nuance de vert qu'il voulait. Et donc, cette différence s'est vue au moment de la crise des Gilets jaunes, où Macron a été très intuitif. Il a voulu réagir tout de suite en renonçant à la hausse de la taxe carbone. Les choses se sont rabibochées, on va dire. Et puis de nouveau, au moment de la lutte contre le Covid et du confinement, on a vu vraiment deux tempéraments qui s'opposaient. Un Macron, l'optimiste, qui voulait assurer le fonctionnement de l'économie en même temps que la lutte contre la crise sanitaire. Et Édouard Philippe, beaucoup plus prudent, qui privilégiait le sanitaire. Et là, vraiment, il y a eu 2-3 mois, effectivement, d'énervement de Macron contre Édouard Philippe. Et ça s'est terminé, effectivement, par le limogeage d'Édouard Philippe, après ce dîner où Macron, effectivement, devant toute la Macronie et les principaux ministres, dresse l'éloge d'Édouard Philippe, qui est un éloge funèbre, comme souvent dans ces cas-là. Auquel Édouard Philippe ne répond pas. Alors, Édouard Philippe ne répond pas, donc c'est assez étonnant, parce que Macron prend la parole d'abord pour ce déjeuner, pour dire que les bisbilles dont la presse parle entre lui et son Premier ministre sont nuls et non avenus, qu'ils s'entendent très bien. Bon, on l'écoute d'une oreille distraite, et tout d'un coup, il prend un ton beaucoup plus solennel, beaucoup plus intime, ce qui n'est pas du tout son style, et il commence à faire l'éloge de la relation qu'il a avec Édouard Philippe depuis 3 ans, en disant « Mais est-ce que vous preniez conscience du fait que nous ne connaissions pas le Premier ministre et moi? On était des inconnus. Aucun de nous n'avait exercé ses fonctions. On découvrait chacun nos postes. On a tissé notre relation au fil du temps, et elle est devenue exceptionnelle. On s'est bien entendu. On a réformé la France. On a accompli telle et telle et telle chose. » Et au fur et à mesure qu'ils parlent, les gens se taisent, écoutent religieusement, et ils comprennent que c'est l'oraison funèbre d'Édouard Philippe. Et au bout d'un long moment, Macron se tait. Et tout le monde s'attend à ce qu'Édouard Philippe réponde en disant « Oui, Monsieur le Président, je vous remercie, moi aussi, j'apprécie beaucoup, enfin le service minimum qu'on fait dans ces cas-là. » Édouard Philippe ne dit rien. Et le silence dure, et les secondes s'éternisent. Et dans ces cas-là, les secondes, elles durent beaucoup plus longtemps qu'en temps normal. Et au bout d'un moment, Macron reprend la parole et dit « Bon appétit !» Et tout le monde plonge dans son assiette. Voilà. Et cette scène est une scène inaugurale du chemin final d'Édouard Philippe en Macronie. Alors, il n'y a pas que Édouard Philippe qui empêche la transformation du pays ou qui tombe dans les pièges assez sophistiqués de la bureaucratie française. Vous vous expliquez quand même que Emmanuel Macron lui-même a pas transformé l'essai qu'il voulait faire. Il n'y a pas eu de spoil system, comme on dit aux États-Unis, avec le remplacement d'un certain nombre de directeurs d'administration centrale. Comme ses prédécesseurs, il va piocher dans les rangs du Conseil d'État et des autres grands corps. Il est un peu prisonnier finalement de ça, et contrairement à l'image qu'on pouvait avoir notamment pendant la campagne de 2017 d'un candidat prêt à toutes les disruptions, il est assez ankylosé finalement lui aussi. Ben, exactement, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert dans mon enquête. Autant le Macron séducteur, on le savait, bon, disons que j'ai exploré cette veine, mais la découverte que Macron est obsédé par il est obsédé par faire, et c'est ce qu'il fait le moins bien. Il y a effectivement le fait qu'il se heurte à l'administration, mais on pouvait penser qu'il y était préparé. Il avait promis un spoil system à la française, il ne le fait pas. Et donc, il hérite, comme tous ses prédécesseurs, d'une administration qui fait l'administration, c'est-à-dire qu'elle est une force d'exécution au mieux, d'inertie au pire. Il ne se donne pas les moyens de la combattre, ce qui est très difficile, il faut le reconnaître.
il faut beaucoup d'énergie. Il se lance dans une réforme de l'État qu'il ne mène pas. Il le reconnaît d'ailleurs, il me le dit dans le livre et je le cite. La réforme de l'hôpital, il est obligé d'y revenir au moment de la crise de la Covid-19. Il doit mener à bien la déconcentration, il ne le fait pas. La réforme de la dépendance, il ne le fait pas. La réforme du système des retraites, il ne le fait pas. Et pour moi, c'est vraiment une grande découverte que ce type qui est passé vraiment, qui connaît très bien l'administration, il a travaillé au ministère de l'économie, il a été inspecteur des finances, il a été sur le terrain, il a été en préfecture, il a été dans une ambassade, ne soit pas parvenu, alors qu'il est parfaitement conscient, il a travaillé sur le sujet quand il était à la revue Esprit, il a écrit des tas de notes sur la réforme de l'État, la réforme de l'université, il n'a pas été en mesure de mener à bien cette réforme. Oui, je pense que c'est un mystère, je pense qu'il a voulu faire beaucoup de choses, il a privilégié les réformes de déverrouillage économique pendant les 18 premiers mois de son quinquennat, c'est-à-dire droit du travail, c'est-à-dire réforme de la SNCF. Et on ne peut pas tout faire en même temps. Il a été cueilli à froid après avec la crise des Gilets jaunes et puis après avec la crise de la Covid. Et donc, et c'est vrai que pour moi, c'est son grand échec. Alors, vous l'avez mentionné au tout début de notre entretien, le grand chantier là, qui attend Emmanuel Macron, c'est effectivement sa loi sur le séparatisme et donc en creux la lutte contre l'islamisme. Est-ce que d'une part, vous pourriez nous résumer sa doctrine et d'autre part, nous dire quand même en quoi elle va réussir à surpasser sa philosophie personnelle qui est assez individualiste, anglo-saxonne et ce que disent ses contempteurs, en tout cas, finalement, idéal pour communautariser, puisqu'il a un peu de mal à universaliser, en tout cas, dans le cerveau des gens qui le critiquent. Son logiciel d'origine, c'est à la fois un regard très ouvert et très bienveillant sur les religions et sur le fait que la religion peut et doit jouer un rôle dans l'espace public. Ce qui est assez bouleversant pour un laïc traditionnel. Hein, voilà. Donc c'est assez... voilà. Et le problème, à mon avis, c'est qu'il voit l'islam comme une religion. Et donc, s'il voit l'islam comme une religion, elle est parfaitement légale de toutes les autres religions qui existent en France. Et je pense qu'il fait un chemin pour comprendre que si l'islam est une religion, elle est aussi autre chose, une doctrine politique qui peut aller contre les règles de la République et qui peut déboucher sur le terrorisme. Et alors évidemment, intellectuellement, il le sait ça, mais entre savoir une chose et l'intégrer dans son logiciel politique, il met du temps. Et sur tous ces sujets, laïcité, islam, islamisme, lutte contre l'islam politique, il met beaucoup de temps à forger son esprit. Et il reste, j'allais dire prisonnier, c'est pas le bon mot, mais enfin, il reste emprunt de son logiciel d'origine qui est qu'il est pour une société très ouverte, où chacun peut déployer son identité, être qui il est, d'où il vient sans souci, et la prise de conscience de la violence et du danger de l'islamisme politique et de la manière dont l'opinion publique française le reçoit. Et il est en permanence dans ce « en même temps », et est-ce que sur ce sujet-là, on peut être dans le « en même temps », c'est la question qu'il se pose, et pourtant, son discours des Mureaux le 2 octobre, c'est aussi un discours du « en même temps », puisque tout le monde y trouve son compte. On a quand même besoin de savoir, in fine, où est-ce que, selon vous, il est capable de mettre le curseur de ce que vous savez de lui. Oui, est-ce qu'il est capable vraiment de renverser la table sur ces questions-là? Alors, je ne sais pas si c'est renverser la table, mais il me semble qu'avec les mesures telles qu'on les connaît de sa future loi sur le séparatisme, il va plutôt du côté d'une lutte assez sévère, assez serrée contre l'islamisme politique. En même temps, il va toujours déployer le discours qu'une partie de la droite de la droite, va lui reprocher et va caricaturer, à mon avis, en excuse sociologique. C'est-à-dire qu'il va dire « attention, il ne faut pas laisser se développer le terreau de l'islamisme dans les banlieues » et il va reprendre le discours qui avait été le sien le 22 novembre 2015, quelques jours après les attentats du Bataclan, qui avait fait scandale à l'époque, parce qu'il disait « ce qui s'est passé, c'est le fait de jeunes Français qui ont été élevés dans des ghettos et donc c'est notre faute collective, à nous tous, d'avoir laissé se développer le terreau du terrorisme. » Et je pense qu'il garde toujours ça au fond de lui, hein. Il garde les deux choses. Il va plutôt développer l'aspect
panoplie lutte contre l'islamisme politique, mais l'idée d'un terreau dans lequel cet islamisme politique naît et se développe reste vivace pour lui. Mais en revanche, selon vous, il a compris que l'islam était aussi un projet politique et non pas juste... Je pense qu'il l'a compris depuis longtemps. Après, tout est question de curseur, tout est question d'expression orale et tout est question de vocabulaire. Et son hésitation sur le vocabulaire est, à mon avis, très révélatrice. Je pense qu'il a compris, et je pense que même dès le début, je raconte que quand il y a l'affaire des burkinis, l'été 2016... ça fait chier les burkinis. Voilà, il n'aime pas du tout les burkinis. Et il faut que ce soit un de ses proches conseillers, Didier Casas, qui est conseiller d'État, qui connaît très bien la loi, qui lui dise tu peux pas interdire les burkinis, sauf s'il y a trouble à l'ordre public. Il y a trouble à l'ordre public en Corse, mais ailleurs, il n'existe pas. Tu peux dire que tu n'aimes pas ça, les burkinis, que c'est attentatoire à la liberté, à l'égalité, femmes-hommes, etc., etc. Tu peux en parler, mais tu ne peux pas interdire. Il est assez multiple dans ses réactions face à l'islam politique, et je pense que dans ses discours, y compris dans ses discours de campagne, il fait un grand discours à Montpellier, avant même d'être officiellement candidat, donc en octobre ou en septembre 2016, et il se montre dur vis-à-vis de l'islamisme politique. Le problème, c'est qu'il a les deux discours en même temps. C'est peut-être ça, le reproche qu'on peut lui adresser, et qu'il vient, intellectuellement parlant, d'un logiciel politique où on regarde avec beaucoup de bienveillance la diversité culturelle et ethnique. Il est multiculturaliste. Je dirais qu'il vient de là. Voilà. Je ne sais pas s'il l'est toujours aujourd'hui, mais il vient de là. D'accord. Sur un plan plus personnel, quelle part, selon vous, comporte son échec à entrer à Normal Sup dans la constitution de celui qu'il est devenu ? Je pense que ça a été quelque chose de très important, puisque longtemps, il a laissé dire qu'il avait fait Normal Sup sans démentir. Il ne le disait pas lui-même, il ne mentait pas, mais quand on le disait, parce qu'il avait le profil, le bon élève, brillant, bon à l'oral et à l'écrit, il a fait l'ENA, il a dû le présenter 2 fois quand même, enfin, il a le profil du bon élève, et donc il était parfaitement crédible en ancien de Normal Sup, et pour des raisons que j'ignore, ça circulait pas mal à Bercy, il ne le démentait pas, et donc je raconte dans le livre l'anecdote qu'il est interviewé par le journal de Sciences Po à un certain moment, à l'oral, la journaliste lui dit « vous avez fait Normal Sup », il laisse dire, il a corrigé à l'écrit, parce qu'il ne voulait quand même pas laisser s'imprimer une chose fausse, et je pense que ce qu'il exprime par Normal Sup, c'est son goût pour la littérature, et sa vocation rentrée d'être écrivain. Je pense que Normal Sup, c'est le condensé de son amour pour la littérature et de son rêve, non assouvi à ce stade, d'écrire. Et c'est un non-dit pour lui. C'est un non-dit parce que, par exemple, quand il est avec Bruno Le Maire, qui est un ministre qui a fait ses classes, disons, en matière d'écriture, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, il ne parle jamais littérature. Il est fasciné par quelqu'un comme Sylvain Faure, qui a été son conseiller, son directeur de communication, parce que Sylvain Faure est quelqu'un qui sait écrire, qui a écrit des livres. Il y a peut-être une petite pointe d'envie vis-à-vis de son parcours. Il est fasciné par François Sureau, pour les mêmes raisons. Donc il est très intéressé par cet univers-là, et je dirais que c'est un peu son Graal aujourd'hui. Alors justement, je voulais conclure par ça. Il y a un roman dormant dans un des tiroirs d'Emmanuel Macron, dont vous dites que ceux qui l'ont un peu regardé apparemment n'ont pas été ébobis par la qualité littéraire du texte. Est-ce que ça vous semble envisageable que le jour où Emmanuel Macron cesse d'être président de la République, il se consacre à cette tâche? En a-t-il d'ailleurs les capacités? Et est-ce que ce sera ce but qu'il poursuivra justement par défi personnel? Le texte auquel vous faites allusion, qui n'a pas beaucoup de qualité littéraire, c'est quelque chose qu'il a écrit avant son livre Révolution, début 2016, et qui était une espèce de tentative de dire qui il était, d'où il venait. Très peu de monde l'a lu, 400 personnes, 2 d'entre elles m'en ont parlé, de la même manière en disant que le texte tournait un petit peu autour de lui, mais n'avait pas vraiment de qualité littéraire, et lui-même en est convenu, donc il a abandonné ça. Et ce qui est dans les tiroirs de Brigitte Macron, c'est 2 textes, un dont l'existence est connue, qui est un roman picaresque sur les Aztèques. Je ne suis pas en mesure de dire la qualité littéraire de ce texte, puisque je ne l'ai pas lu. Et l'autre, ça c'est une révélation de Brigitte Macron, qui est consacrée à une dame âgée énigmatique. J'ai demandé si c'était sa grand-mère Manette, parce que ça tombe sous le sens. Brigitte Macron m'a dit non. C'est un ovni. Et il sera publié quand Emmanuel Macron aura quitté l'Élysée, 2022 ou 2027. Elle a l'air plutôt confiante sur la qualité du texte? Oui, mais elle l'aime.
elle est sa femme et elle l'admire beaucoup. La question que je pose, c'est est-ce que je pense que Macron est capable de faire beaucoup de choses quand il aura quitté l'Élysée. L'écriture, ça demande une ascèse, ça demande de rester assis derrière sa chaise pendant très très longtemps. Emmanuel Macron est quelqu'un de très mobile, y compris au sens physique du terme. Je ne sais pas s'il sera en mesure de soutenir cette ascèse. Merci beaucoup Corinne Laïc.